Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Bonjour et bienvenue. D'habitude, on parle beaucoup d'écologie sur ce podcast, assez peu des sujets sociaux, sociétaux. Pourtant, ils sont très nombreux et ce serait une erreur de complètement les évincer. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, donc on va parler de ces sujets. Et ça vient un peu d'une opportunité. En fait, j'ai su que Marine, alias Marine Pétroline, écrivait un guide contre le sexisme au travail. Marine, elle a aussi un podcast qui s'appelle Les Chroniques du sexisme ordinaire et un spectacle qui nous guide pour traquer le sexisme dans ses moindres recoins. Et ils sont très nombreux, ces recoins. Ils sont infinis. Salut Marine. Bonjour Cassandre. Donc tu sors ce livre, le guide de déconstruction du sexisme au travail aux éditions Pearson, pour en finir avec les inégalités de genre en 25 idées reçues démontées. C'est très pratico-pratique et aujourd'hui donc on va regarder un peu quels sont les enjeux autour du sexisme au travail et surtout qu'est-ce qu'on répond. C'est vrai que j'avais commencé un format d'épisode qui s'appelait la réplique parce que je me rendais compte que souvent on sait pas trop quoi répondre aux arguments anti-écolo ou anti-féministe, etc. Et donc, le but, c'est d'avoir quelques petites phrases en tête aussi, de bonnes réparties. Avec plaisir. Merci d'être là. Je voulais qu'on commence aussi par un peu d'actualité. Enfin, je trouve que le sujet tombe en plein dans le mille. Il y a quelques semaines, on a appris que le patron de Facebook avait décidé qu'il fallait plus d'énergie masculine et d'agressivité dans son entreprise. Et il supprime sa politique interne d'inclusion et de diversité. Et c'est vrai que ça questionne. Déjà, pourquoi est-ce que l'énergie dite féminine, qui n'est pas d'ailleurs forcément liée aux femmes, serait pas propice à la réussite professionnelle ? C'est quelque chose dont tu parles dans le livre. On considère qu'un leader, c'est un homme, et qu'une femme leader, ça a des compétences différentes. Alors pourquoi est-ce que on a cette énergie masculine, féminine ? Pourquoi est-ce que d'un coup le patron de Facebook, il supprime tout ça comme si c'était mauvais pour les carrières ? Alors d'abord, ce rétropédalage de Mark Zuckerberg, c'est le symptôme et une manifestation d'un backlash qui est de plus en plus violent. Le backlash, c'est l'ensemble des manifestations réactionnaires, voire hostiles, contre les mouvements progressistes en général et les mouvements féministes en particulier. Cette idée de backlash, ou on peut dire boomerang, retour de bâton, ça a été théorisé dans les années 90 par une journaliste américaine qui s'appelle Suzanne Faludi, qui a écrit un essai qui s'appelle La guerre froide contre les femmes. Et elle analyse la croisade des conservateurs américains contre les mouvements féministes des années 80-90. En fait, dans les années 70, il y a eu beaucoup d'évolutions de la société. Donc on pense à mai 68, le Flower Power, etc. Et ça a été une période aussi d'avancée des droits des femmes, avec aux États-Unis en particulier l'arrêt Roe versus Wade qui légalise l'avortement au niveau fédéral en 1973. Et ça, c'est vraiment resté dans la gorge des conservateurs américains, pour qui les mouvements féministes et les féministes seraient responsables de l'éclatement de la famille, représenteraient un danger mortel pour la société, la fin de la civilisation. Enfin, ils sont persuadés vraiment ils sont dans une croisade de sauvetage du monde, sauvetage de leur monde. Et aujourd'hui, on vit un nouveau backlash. Alors, à chaque progrès, il y a un backlash, un retour en arrière, mais heureusement, on revient pas totalement au point de départ. On pourrait dire c'est 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc on avance quand même, mais on avance, on recule un petit peu, on avance, on recule un petit peu. Et c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que backlash c'est un mot que j'ai découvert il y a quelques semaines et toi tu nous dis qu'en fait ça existe depuis longtemps. Actuellement, on est dans une période de backlash post-MeToo et c'est complètement logique. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Mais ce qui est particulier, c'est que là, ça se combine à une montée dans beaucoup de pays occidentaux de mouvements conservateurs et d'extrême droite
qui pour moi sont en fait une réaction aux inégalités et à la violence du système néolibéral. Mais au lieu de remettre en question le système néolibéral qui crée des inégalités et de la domination des plus riches sur les autres, on s'attaque à des groupes minorisés et minoritaires, les femmes, les personnes LGBT, les étrangers, autant de boucs et de brebis émissaires pour des gens qui ont peur, en fait. Qui ont peur, et pour leurs dirigeants, pour les leaders de ces mouvements, donc Trump en tête, qui veulent juste garder le pouvoir et qui jouent justement sur cette peur et sur le déclassement d'une certaine partie de la population, en particulier de certains hommes aux États-Unis, pour pointer le fait que c'est la faute des féministes, des personnes trans et des immigrés. Donc, alors on s'éloigne un petit peu du monde du travail, mais c'est important, je pense, de se remettre dans cette perspective de, voilà, on est dans une période de backlash et c'est important de le comprendre pour aussi un petit peu le mettre à distance, l'appréhender, parce que sinon c'est quelque chose qui est dur, qui est violent, on est dans une période qui est difficile. De toute façon, dans le monde du travail, on retrouve les faits sociétaux, enfin, c'est pas Complètement. décorrélé, hein. Il n'y a pas la société d'un côté et le monde du travail de l'autre. Mmh. Voilà, et on entend beaucoup dans les milieux corporate, non mais ça c'est politique, c'est militant. Oui, mais tout est politique en fait. La politique, c'est Bien la sûr. vie de la cité. Donc, c'est forcément politique, ça pénètre forcément. Donc, se dire, il y a une membrane hermétique et nous, on est dans notre petite bulle où on s'occupe juste de faire de l'argent, c'est totalement naïf et illusoire. Et donc, cette période de backlash, ça vient se combiner en plus aujourd'hui à un monde du travail, celui qu'on connaît, qui a été historiquement et socialement construit par et pour les hommes. Dans le monde du travail, en fait, quand on y regarde de plus près, et on le voit pas au premier abord, parce que on pense que c'est neutre, on pense que c'est comme ça, on a toujours connu ça, c'est un peu comme le poisson qui est dans l'eau, il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Et on a envie que ce soit comme ça aussi. Voilà. Et nous, on réalise pas, en fait, avant de changer un peu le filtre, de changer de lunettes, on se rend pas compte de cette non-neutralité de notre société vis-à-vis du genre, où on nous présente le masculin comme le neutre. Mais le masculin, c'est le masculin, ce n'est pas le neutre, que ce soit dans la langue française ou ailleurs. Et dans le monde du travail, ce qui est valorisé, ce sont des attributs qui sont considérés dans notre culture comme masculins. Et même si les choses ont changé, on est en fait dans un système qui n'a pas tellement évolué et qui est le digne héritier de ce qu'on peut voir dans la série Mad Men. Je ne sais pas si vous voyez cette série qui met en scène le milieu de la publicité dans les années 50-60 aux États-Unis. On a Don Draper, le créatif, le copywriter créatif un peu boss de l'agence de pub, qui voilà, a un costume, rentre chez lui le soir, où sa femme, avec une mise en pli parfaite et une petite robe, vous voyez cette robe des années 50 là, qui fait un peu des froufrous et qui a un petit tablier à dentelle, l'attend avec son verre de whisky et son dîner tout prêt, puis il met ses chaussons et il glisse les pieds sous la table. Donc ça a structuré en fait ce modèle, un monde du travail où on considère que le travailleur, qui est avant tout un homme, est un travailleur libre et sans entrave. Il a que 2 choses à faire, travailler, être productif au travail, et il est rémunéré pour, et se reposer. Mais il peut faire ça parce qu'il a un travailleur gratuit à la maison, qui est sa femme. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la femme. J'ai pas regardé la série, je peux pas t'aider. Donc en fait, le système de travail tel qu'on connaît dans les organisations, les entreprises, mais ça peut être vrai dans des associations, dans des administrations, repose, et toute cette société repose sur en fait, le fait qu'il y ait des travailleurs gratuits qui assurent une partie du taf, le travail domestique, gratuitement, qui libèrent suffisamment les autres travailleurs pour aller travailler dans des emplois rémunérés en dehors du foyer. Donc, c'est un modèle, pourquoi pas, sauf qu'aujourd'hui, ces travailleurs gratuits qui sont les épouses dans les couples hétérosexuels. Alors, je vais avoir un discours qui peut sembler très binaire, les hommes, les femmes, très hétéronormés, un mari, la femme, et c'est les normes qui imprègnent ce monde du travail. Donc, désolée pour les personnes qui pourraient choquer, j'essaye de faire attention, d'être pas si binaire et pas si hétéronormée. Donc, les épouses des couples hétérosexuels, aujourd'hui, elles travaillent en dehors du foyer. En France, en 1960, le taux d'activité des femmes de 25 à 50 ans, c'était 40%. En gros, 40% des femmes, on va dire adultes, de cette tranche d'âge, travaillaient. En 2010, c'est 85%. Donc,
ça a doublé en l'espace de 40 ans. Donc, mais sauf que, ce qui n'a pas changé, c'est que les femmes travaillent en dehors du foyer, mais c'est pas pour autant qu'elles travaillent moins à l'intérieur du foyer. C'est encore les femmes qui assurent la majorité du travail domestique et parental. Et ça, les données, entre autres de l'INSEE, sont implacables. Depuis des décennies, ça bouge à peine. Et les femmes en font peut-être un petit peu moins à la maison, mais pas parce que les hommes en font plus. Le temps de travail domestique des hommes a très peu augmenté, mais parce qu'il y a Deliveroo et des Thermomix, globalement. Et que peut-être elles se prennent un peu moins la tête que leur intérieur soit parfait. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un rééquilibrage au sein des couples, c'est-à-dire, ok, maintenant on travaille tous les deux en dehors du foyer, et ben il faut qu'on répartisse mieux la charge de travail domestique. Donc, mais c'est vrai que ça pose quand même cette question de, en fait, c'est peut-être pas réaliste de se dire on peut avoir un job à temps plein et être un leader et faire tout à la maison. Absolument pas, ce n'est pas possible. En fait, les femmes en couple hétéro avec enfants, c'est surtout les femmes avec enfants, en fait. La distinction et les inégalités au travail, elles se jouent plutôt entre les femmes avec enfants et les autres. C'est la maternité, on y reviendra, qui vraiment est le facteur clé dans toute cette histoire. Et donc ces femmes, elles font une double journée de travail. Leur travail salarié, souvent salarié, alors on peut être entrepreneuse, profession libérale, mais bon, la majorité, 85-90% des gens en France dits actifs au sens de l'INSEE. J'aime pas ce terme parce que ça voudrait dire que les gens Les à autres la sont retraite, passifs. ou les personnes en recherche d'emploi, ou les personnes qui choisissent de ne pas travailler en dehors du foyer sont passifs, pas du tout. Donc ces femmes, elles travaillent en dehors du foyer, et elles travaillent aussi à la maison gratuitement. Donc en fait, elles ont réellement une double journée. Et oui, aujourd'hui, avoir vu comment la société est structurée, le monde du travail est structuré, avoir un job à plein temps, en particulier si on atteint des niveaux de responsabilité, on est manager, etc., qui souvent vont avec une charge de travail accrue, d'autant plus en France où on a une culture du présentéisme qui est absolument catastrophique, et en plus assurer à la maison, et être une mère attentive, à l'écoute de ses enfants, dans une parentalité positive, qui respecte le rythme de ses enfants. La société et le rythme imposé, entre autres par le monde du travail, est totalement incompatible avec le rythme des enfants. Donc ça donne des parents, et en particulier des mères, qui passent leur journée à courir et qui collent les enfants. Les enfants aujourd'hui marchent beaucoup moins qu'il y a quelques décennies. Pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas le temps. Parce que aller de la maison à la crèche ou de la maison à l'école en laissant son enfant marcher plutôt que de le coller dans la poussette et de à moitié courir en poussant la poussette, et si on le laisse marcher, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'un enfant, quand il marche, déjà il marche pas aussi vite qu'un adulte, et puis il s'arrête, il découvre son environnement, il s'interroge sur ce qu'il se voit, et c'est normal, c'est comme ça qu'évolue un enfant. Et ça, C'est marrant parce que moi, on leur laisse plus le temps de ça. Ouais, c'est marrant parce que moi, c'est une stat que je donnais, mais plus par rapport à la voiture aussi, à l'essor de la voiture. C'est-à-dire qu'avant, on allait à l'école à pied. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller à l'école à pied. Il faut avoir une voiture. Si possible, un drive pour poser son enfant, c'est très bien. Exactement. Et ça, c'est imposé par notre société, de la productivité, de rythmes de travail qui sont importants, et on n'a plus le temps du reste. Donc, et ça fait des gens qui finissent en burn-out, ou en tout cas qui vont très très mal, qui sont en permanence fatigués, des enfants dont on ne respecte pas le rythme. En fait, déposer des enfants à l'école à 8h le matin, c'est pas naturel. Mais on a décidé, le monde productif a décidé que c'était comme ça, et on a calqué le fonctionnement de l'école sur le fonctionnement des usines, en fait. Les parents sont à l'usine, donc il faut que les gosses soient occupés ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a ces rythmes scolaires-là, quoi. Et dans les pays où le rythme scolaire est différent, et où, par exemple, les enfants vont à l'école que le matin, comme c'est le cas, je sais pas, en Allemagne, en Suisse, le taux d'emploi des femmes est beaucoup plus faible. Donc, et on revient sur cette question de la parentalité, favoriser le travail des femmes parce que c'est un vecteur d'émancipation, et ça, moi, j'y crois beaucoup. Ça ne peut pas aller sans un vrai service public de l'enfance. Et si je prends par exemple mon cas, voilà, moi j'ai une activité freelance, alors assez instable et compliquée. Je réussis à passer beaucoup de temps sur créer un podcast, écrire un livre,
qui est un travail qui est pas ou très peu rémunérateur. Et j'arrive à tenir un rythme de publication d'1 fois par semaine sur le podcast en ce moment. Et pourquoi j'y arrive? C'est très simple, je n'ai pas d'enfant. C'est aussi simple que ça. Et si j'avais un ou des enfants, je pense que juste, ça ne rentrerait pas dans 24 heures, en fait. Ou alors il faudrait ne pas dormir, mais moi je dors 8 heures par jour, hein, donc, enfin par nuit. Et d'ailleurs, bah, pour compléter, moi je viens d'avoir un enfant et je suis passée à 80% parce que sinon je n'avais plus le temps de faire du podcast. Voilà, donc produire d'autres choses, des biens communs, s'épanouir dans une activité qui n'est pas forcément productive, et cetera, ça nécessite du temps. Et élever des enfants, le travail parental, c'est un travail, ça nécessite du temps. Et au bout d'un moment, bah, tout ne rentre pas, en fait. Et on nous fait croire, on est dans une société où on nous fait croire que you can have it all, et on va reparler du women empowerment et tout ça, qui vire quand même très souvent en une vaste fumisterie. Et si on revient donc au monde du travail, le problème, c'est que le monde du travail ne s'est pas adapté, ou s'est à peine adapté à ce second type de travailleurs salariés, et continue de faire comme si les gens qui travaillent n'avaient pas de famille, et accessoirement, le reste de la société fait comme si les gens qui ont des enfants n'avaient pas de travail. Et le monde du travail donc continue à faire comme si les gens, oui, ils ont des enfants, mais c'est leur problème. C'est leur choix. C'est leur choix. Voilà. On est dans un pays ultra nataliste, on nous pousse à faire des enfants, en particulier quand on est une femme, il y a une pression à avoir des enfants, etc. On nous parle de réarmement démographique. Mais une fois qu'on en a, c'est la galère et débrouille-toi. Donc, une arnaque totale. Une quadrature du cercle qui met les parents et surtout les femmes en grande difficulté, voire dans des positions de souffrance, et le burn-out parental, ça existe. Et le facteur qui fait dévisser la carrière des femmes et qui plombe leur progression et leur rémunération, c'est la maternité. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, les inégalités se jouent plus entre les mères et les autres, les hommes et les femmes sans enfants, que entre les femmes et les hommes. Et les femmes se retrouvent à devoir jongler avec tout ça, à se suradapter en permanence dans le monde du travail, dans le reste des environnements de la vie, et dans le monde du travail, à se suradapter dans un environnement qui est imprégné de codes et de valeurs qui sont en apparence neutres, mais qui sont en vérité totalement masculins. Et on arrive sur cette notion de leadership qui symbolise beaucoup tout ça. Si je vous dis, citez-moi dans, je sais pas, l'histoire, dans les imaginaires des hommes qu'on va considérer comme leaders. Donc en politique, vous allez peut-être me dire César, Napoléon, De Gaulle, dans les sciences, Einstein, Newton, Darwin, dans les arts, De Vinci, Shakespeare, Picasso, et puis ceux qui ont exploré le monde, Christophe Colomb, Marco Polo, enfin, des hommes. Alors quelques femmes, ok, Marie Curie, Jeanne d'Arc, voilà, c'est tout, presque. Donc le leadership, c'est la capacité d'un individu à mobiliser un collectif en vue d'atteindre un objectif partagé, si on se donne une définition. Et notre conception du leadership, elle est masculine, mais elle est aussi très viriliste. C'est une notion, on va mettre en avant la conquête, la force, même si c'est un peu adouci dans le monde corporate aujourd'hui, on va nous parler de collaboration, etc. Mais en vrai, ce qu'on associe à un leader, c'est des caractéristiques qui sont considérées comme masculines, et qui sont considérées comme associées aux personnes blanches également. Alors, j'ouvre pas la boîte du racisme, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, et en fait, dans un domaine de domination sexiste, mais aussi raciste, et les mécaniques souvent se dupliquent et s'entremêlent. Et d'ailleurs, quelque chose qui est assez symbolique en France, par exemple, on est dans un régime ultra-présidentiel, toujours dans ce mythe du président homme providentiel qui va nous sauver, et où on vote pour celui qui gueule le plus fort. Sauf que ça, c'est ce qu'il faut pour se faire élire, c'est pas les qualités qu'il faut pour gouverner. Ensuite, pour gouverner, il faut être dans la discussion, le débat, la recherche de compromis, la recherche de consensus. Sauf que notre système nous fait élire des gens qui sont à l'opposé de ça, et qui sont plus dans des valeurs de force, de domination, et le leader, c'est le général sur son cheval qui charge avec ses cavaliers. Enfin, ça n'a pas vraiment changé depuis les guerres napoléoniennes, en fait, l'image qu'on a, même si... Et d'ailleurs, dans le vocabulaire de l'entreprise, c'est un peu du vocabulaire militaire qu'on emploie parfois.
on va aller attaquer une part de marché. Totalement. Alors, j'ai pas d'autres exemples comme ça en tête, mais c'est vrai que je m'étais déjà fait la Mmh. réflexion que On est dans le combat, on est dans ouais. la conquête, Mmh. heu et puis on va trouver donc si on cherche un peu des figures, de leaders dans le monde, de l'entreprise, le monde des affaires, on a soit le leader paternaliste protecteur, genre, Henry Ford, soit, plus moderne, le leader compétitif, champion conquérant, Elon Musk. Le champion de la tech, voilà, plus ce modèle-là aujourd'hui. Et puis alors, petit espoir, il y a un peu une troisième figure quand même qui émerge, qui est plus, voilà, ce côté leader plus coach qui favorise l'accompagnement, le développement des compétences, la coopération, et qu'on pourrait représenter par l'actuel patron de Microsoft, dont on connaît beaucoup moins le nom, c'est plus Bill Gates, aujourd'hui c'est un homme qui s'appelle Satya Nadella, qui voilà, incarne et qui a vraiment a amené ce souffle et cette patte chez Microsoft, et qui a voulu, en termes de culture, vraiment sortir du on sait tout, on est des experts, on gère, à on va apprendre, on va découvrir, on va construire. La notion de leadership est imprégnée de codes très masculins, voire virils. Alors, et on va nous parler de leadership au féminin. Oui. Alors ça, la grande arnaque. Le leadership au féminin, ça serait un leadership plus dans l'empathie, la bienveillance, l'écoute, l'intelligence émotionnelle, des caractéristiques attribuées au féminin, et on tombe dans le grand piège de la complémentarité entre les hommes et les femmes. Mais non, les hommes et les femmes, c'est pas pareil, mais c'est complémentaire. Oui, sauf que très rapidement, cette logique de la complémentarité, elle aboutit à, ok, c'est complémentaire, donc c'est différent, et ce qui est féminin, c'est moins bien. Et on nous dit, oui, le leadership au féminin, blablabla, mais on veut quand même le leader conquérant sur son cheval qui C'est ça. charge On va être un directeur et on va lui mettre une adjointe. sur le champ de bataille. Et le leadership au féminin, c'est un peu pour faire joli, pour adoucir les mœurs, parce que oh, c'est doux quand même, c'est sympa. Et puis alors déjà, non seulement il n'y a aucune étude sérieuse qui n'a mis en évidence de réelles différences genrées dans l'expression du leadership entre les hommes et les femmes, et si jamais il y en avait, ça serait plus le résultat de la prophétie autoréalisatrice des stéréotypes. Les stéréotypes, ça vient agir comme des normes sociales. On attend des femmes, on considère que les femmes sont empathiques, bienveillantes, plus à l'écoute, plus dans l'intelligence émotionnelle. On se dit, ah oui, c'est ça une femme, c'est naturel, ça n'a rien de naturel, c'est totalement construit. Donc c'est ce qu'on attend des femmes, donc les femmes s'y conforment. Et les hommes se conforment à, il faut que je sois sur mon cheval en train de charger avec la cavalerie. Parce que si on contrevient aux stéréotypes de genre, il y a une sanction sociale. Si vous êtes une femme en entreprise et que vous adoptez des codes d'un leadership plus masculin, on va dire que vous êtes une hystérique, que vous êtes une mal baisée, que il va y avoir une sanction. Et je pense à, comment elle s'appelle, l'ancienne patronne d'Engie, qui a été remerciée, où on a estimé qu'elle manquait, je crois, d'intelligence émotionnelle. Jamais on aurait viré un mec à ce niveau en lui reprochant ça. Mm. On lui a reproché ça parce que c'était une femme. Et parce que peut-être qu'elle manquait d'intelligence émotionnelle, mais pas moins qu'un homme, ou pas plus qu'un homme. Mais parce que c'est une femme, c'était une faute. Mm. Alors, il y a sûrement d'autres raisons, hein, mais ça fait partie du mécanisme. Et si on revient à Zuckerberg, parce que c'était le sujet de départ, donc Zuckerberg, Facebook, qui pendant plusieurs années, sous l'impulsion de Sheryl Sandberg. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sheryl Sandberg, c'est l'ancienne DG, COO, Chief of Operation de Facebook, qui a été en poste, je ne sais pas combien de temps exactement, elle y est plus, hein, mais elle a été longtemps chez Facebook. Une bonne dizaine, quinzaine d'années, je pense. 10-15 ans, je dirais, ouais. Et qui a écrit un livre qui a fait date et qui a été un peu le point de départ de tout un mouvement d'empowerment au féminin, etc., qui s'appelle Lean In en anglais, qui a été traduit par En avant toutes, et qui voilà, promeut les carrières des femmes, etc. Donc, et ça a eu, Lean In, ça a été un best-seller mondial, donc forcément ça a infusé chez Facebook, et ça a favorisé des programmes d'inclusion, diversité. Et donc, aujourd'hui, deux hypothèses.
soit Zuckerberg, de façon très opportuniste, retourne sa veste avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Il faut savoir qu'il y a eu des tensions assez fortes entre Trump et Il a menacé Zuckerberg. d'aller en prison quand même. Voilà, donc Zuckerberg se dit « Ouh là là, moi, il faut que je protège ma boîte, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer, donc vas-y, l'inclusion diversité, c'est nul, et c'est quoi cet art martial qu'il fait, là Je sais J'ai pas. oublié. Du MMA. Une espèce Ouais, c'est de plus fight qu'un art club. martial. Voilà, et genre, j'ai fait du MMA, j'ai compris certaines choses et je suis un mec, un vrai. Et c'est purement opportuniste pour protéger sa boîte et son business et son pouvoir et sa fortune. Et dans ce cas-là, c'est pas très courageux. C'est lâche. Deuxième option, il a toujours pensé ça, mais ça se faisait pas de le dire à une autre période. Donc il était hypocrite avant. Et là, il redevient lui-même. Et faut pas oublier que Zuckerberg, à la base, c'est un incel rejeté par une meuf qui crée une application pour noter les filles de sa classe et se venger. Enfin, c'est quand même ça, à la base, Facebook. Et puis maintenant, il l'assume. Alors que dans la période Sheryl Sandberg, il pouvait pas trop. Donc voilà, peut-être qu'il était hypocrite avant. Donc, dans un cas, soit il est lâche, soit il est hypocrite, et probablement les deux, au fond. Et c'est... Dans les deux cas, c'est Et pas dans les deux hyper cas, c'est glorieux. grave, c'est triste, et il y a des gens qui vont souffrir. Parce que tout ça, c'est des cycles, le backlash, tout ça, et ça reviendra dans un sens pour plus d'égalité et de justice. La question, c'est quand Mais et du coup, ça à quel point. partira aussi. Le backlash va s'arrêter et on va On va revenir dans revenir du dans une phase progrès. progressiste, etc. Mais en attendant, donc déjà, il y a des gens qui vont morfler. En attendant, il y a des gens qui vont souffrir. Il y a des gens qui vont subir de la violence. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça revienne plus vite et pas se dire oui, bon, c'est comme ça, allez, une bonne guerre. Oui, peut-être qu'on peut quand même voir autre chose qu'une bonne guerre, peut-être. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent fonctionner. Éviter que des gens meurent, tu vois, pour arriver peut-être à la même solution. Voilà. Alors, j'ai quelques questions que j'ai pris dans mon entourage en fait de personnes qui sont en entreprise, certains sont managers ou que j'ai entendu autour de moi, des personnes qui veulent être bien intentionnées mais qui se retrouvent un peu bloquées finalement des fois, soit en qu'est-ce que je réponds, soit en réflexion finalement et qui se trouvent un peu bloquées par manque d'arguments peut-être. Donc par exemple, quand quelqu'un fait une blague sexiste, qu'on lui dit que c'est mal, que ça se fait pas, et que la personne nous répond « Ah, mais on peut plus rien dire, on peut plus rire de rien ». Qu'est-ce qu'on lui répond ? Le fameux. Alors, très concrètement, on pourrait parler de qui dit plus rien dire, ça veut dire qu'il y aurait un âge d'or. Voilà. Il y a un encart sur on ne peut plus rien dire dans le livre, si vous voulez, le décryptage de cette phrase mot par mot. Mais qu'est-ce qu'on répond alors ? On peut dire alors, mais si Jean-Pierre, Gégé, Jean-Michel, non, Jean-Michel c'est mon papa, j'aime pas utiliser. On peut dire encore beaucoup de choses. Par contre, ce qu'on ne peut plus dire, ce sont des propos sexistes, racistes, homophobes, antisémites, etc., qui excluent et stigmatisent certaines personnes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, tu crois pas ? Ensuite, il y a oui, mais c'est drôle. Ce n'est pas parce que c'est drôle que c'est légitime. En fait, dire cette remarque du ah, mais c'est une blague, en fait, c'est une double violence. Donc, quelqu'un dit une blague sexiste à la con, une blague raciste, homophobe, ce que vous voulez. Vous dites désolé, ça me fait pas rire. Oh, mais ça va, t'as pas d'humour. Et en fait, c'est une façon de corneriser la personne, de l'empêcher, de lui dire en fait, t'as pas d'humour, t'as tort. Et c'est une espèce d'argument qui clôt le débat. C'est très vicieux comme. Et donc, on peut dire, mais c'est pas parce que c'est drôle que c'est légitime, en fait. Le fait que ce soit drôle n'est pas un argument supérieur au reste. Le fait que ce soit drôle ne justifie pas qu'on stigmatise certaines personnes. Voilà, point. Et ouais. Et dernier argument possible, si vous êtes en France, je ne connais pas la législation d'autres pays, une blague sexiste au travail, c'est considéré comme un agissement sexiste et c'est défini par le Code du travail et ce n'est pas autorisé depuis 2015. Voilà. Vous pouvez rajouter que peut vivre avec son temps, faut vivre avec son temps, GG, hein, on n'est plus dans les années 80. Ouais. Tu as envie d'être un vieux boomer et de passer pour un vieux réac, assume. Après, on peut avoir aussi des blocages internes, c'est-à-dire qu'on veut faire une politique d'inclusion, mais on va dire ouais, mais en fait quand même les femmes, elles ont des enfants,
Du coup, elles partent faire des enfants, donc elles sont plus dans l'entreprise, ou alors elles ont des règles douloureuses et il faut qu'elles aient des jours de repos pour ça, ou alors elles ont la ménopause et des bouffées de chaleur et du coup, elles sont pas bien. Enfin, en gros, elles sont plus absentes, plus faibles, plus fragiles, je sais pas. Enfin, en tout cas, ok, peut-être c'est pas leur faute, mais pourquoi ce seraient les hommes qui devraient partager leur rémunération avec elles alors que elles sont moins productives par nature. Ouais. Alors, déjà, les enfants. Les hommes aussi ont des enfants. Et ils sont censés s'en occuper. Et depuis 1970, l'autorité parentale est partagée entre les deux parents. Donc, le jour où les hommes en âge de procréer seront eux aussi susceptibles de disparaître pendant 2-3 mois, là aussi, on hésitera à embaucher des hommes de 30 ans. Et tout le monde sera logé à la même enseigne. Et donc, en fait, on arrivera à un système de... Enfin, voilà, tout le monde sera au même niveau. Donc, le congé dit paternité, enfin, plutôt le congé second parent en France, il est de 28 jours, c'est pas suffisant. Et alors on va nous dire ça coûte cher, machin, mais moi, ce sont des choix politiques, des choix de société, et l'argent, quand on veut en trouver, on en trouve. Bref, donc les hommes aussi, ils ont des enfants, ils en sont responsables, ils sont censés s'en occuper. Donc dire, ah oui, mais les femmes, elles prennent leur mercredi pour leurs gamins, les hommes aussi, ils devraient pouvoir prendre leur mercredi. Alors pourquoi les hommes ne s'autorisent pas à prendre leur mercredi? Très peu d'hommes travaillent à temps partiel pour s'occuper des enfants, très peu d'hommes prennent des congés parentaux. Donc là aussi, il y a des stéréotypes, il y a peut-être des hommes qui aimeraient faire ça, mais ils se disent, ma carrière, machin, il y a aussi des stéréotypes qui jouent dans ce sens-là. Donc en fait, l'enjeu, ce qu'on demande, c'est pas des aménagements pour les femmes, c'est la possibilité pour toutes les personnes de combiner travail et vie personnelle et familiale. CF, ce qu'on disait au début de cette conversation sur le fait que, voilà, on nous pousse à avoir des enfants, le réarmement démographique, il faut des petits jeunes pour payer les retraites. Oui, mais ces petits jeunes, il faut les élever, les éduquer, les soigner. C'est du temps et de l'énergie. Donc, comment est-ce que globalement la société et le monde du travail s'organisent pour que ce soit possible? Donc, si tu as des enfants, que tu sois un homme ou une femme, tu bénéficieras d'une organisation du travail plus flexible. Et si tu n'en as pas, parce qu'on peut dire, ouais, mais vous êtes gentil, moi j'ai pas de gamin, tu bénéficieras aussi du fait que ça soit ok de partir à 17h pour que tu ailles à ton cours de sport, par exemple, et tu occuperas ta vie autrement, quoi. Voilà. Deuxième problème, le sujet des règles, de la ménopause et problèmes physiologiques. Les hommes aussi, toute personne peut avoir des soucis passagers, cycliques ou non. Et puis, by the way, l'andropause, ça existe. Si tu es un homme, que tu ne sais pas ce qu'est l'andropause, je te conseille de te renseigner avant que ça te tombe dessus. Petit message de prévention. Et là encore, ce qu'on demande, c'est pas des aménagements pour les femmes, c'est la possibilité pour toutes et tous de travailler dans un environnement facilitant, inclusif, sécurisant. Et s'il y a des choses pour que t'es pas bien certains jours et tu peux rester en télétravail, que ce soit parce que t'as des règles douloureuses ou parce que t'as une petite gastro et que tu dis non mais je peux bosser quand même, mais je serais mieux dans mon canapé, ça bénéficie à tout le monde. Et le jour où toi t'en auras besoin, tu seras bien content qu'on prenne en compte tes limitations et tes besoins. Et puis si on suit cette logique de ouais mais les meufs elles ont besoin de trucs en plus donc gna gna gna, dans ce cas-là ça serait normal que les personnes handicapées n'aient pas accès à l'emploi parce qu'elles sont moins performantes. Ce qui crée le handicap, c'est l'environnement en grande partie. D'ailleurs on dit en situation de handicap. Voilà, alors il y a un gros débat, est-ce qu'on dit handicapé en situation de handicap? En vrai il y a plein de personnes handicapées qui disent personnes handicapées, mais... Et en tout cas, alors le handicap, ça représente 20% de la population française. Et les personnes handicapées, c'est pas uniquement les personnes en fauteuil roulant. Enfin, il y a plein de handicaps qui sont des handicaps invisibles. Et on peut même élargir à 50%, c'est 50% de la population qui va être confrontée au cours de sa vie à un problème de santé invalidant. Parce que t'as mal au dos et que t'as du mal à te déplacer, parce que t'as la vue qui baisse et tu vois beaucoup moins bien et il suffit plus juste de mettre des lunettes, enfin, plein de choses. Et donc, en fait, avec ce genre de logique de les moins performants, ils ont qu'à se contenter de moins et c'est normal, c'est la loi du plus fort. Donc, est-ce qu'on veut vivre dans une société, dans des organisations où c'est la loi du plus fort, où certains imposent le contexte et l'environnement et disent il faut vous adapter à ça et c'est marche ou crève, ou est-ce que on veut une société des organisations où chacun et chacune peut se développer, donner le meilleur de soi, participer à un projet collectif de construction de quelque chose, que ce soit dans une entreprise ou autre, et y apporter de la valeur. Et il ne faut pas confondre égalité et équité.
Et je ne vais pas ouvrir cette boîte de Pandore parce que sinon ça va durer encore longtemps. Il y a un encadré sur équité et égalité dans le livre. Oui. Ok, alors j'entends que ce que tu dis, c'est que quand on prend en compte les besoins de certaines personnes, bah, en fait, ça bénéficie à tous les autres. Mais je suppose que des personnes vont se dire, ok, d'accord, mais moi, mon entreprise, elle est omnibulée par une seule chose, c'est de faire de l'argent, de faire du profit. Et ok, il faut que les équipes tiennent, mais la vraie priorité, c'est pas celle-là. Et en gros, ben, c'est bien joli d'avoir un monde du travail qui respecte tout le monde, etc. Mais c'est pas ça qui va faire vivre l'entreprise. Euh, je suppose quand même que les politiques de diversité dans les entreprises, elles ont d'autres avantages que juste des valeurs morales que peut-être on peut utiliser et mettre en avant quand on veut défendre ce point de vue-là. Oui, en fait, il y a 3 raisons pour lesquelles, les entreprises ou les organisations au sens large vont, prendre en compte les sujets, de diversité et inclusion. C'est un, je le disais, l'aspect moral, parce que c'est juste, parce que c'est bien. Mais on peut dire: «Ouais, mais nous, on est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour rendre le monde meilleur». Fine, pourquoi pas. 2, la deuxième raison, c'est le légal. Parce que, bah, il y a des lois, par exemple, sur, le travail des personnes handicapées, sur la représentation des femmes à certaines, dans certaines instances, il n'est pas autorisé par la loi, de discriminer les gens dans le cadre du travail, sur, différents critères. Il y en a 25. Heu, le sexe, le genre, c'en est une, mais ça peut être, le handicap, l'origine réelle ou supposée, donc ça va être tout ce qui est, relatif au racisme, heu l'orientation sexuelle, la situation de famille, l'état de santé, la grossesse, enfin voilà, vous pouvez trouver sur le site du Défenseur des droits, par exemple, les 25 critères. Donc, le moral, le légal, et puis il y a une troisième raison, c'est la performance. Alors, il y a eu ces dernières Ça années, va intéresser, ça va parler. voilà. Donc le troisième levier, c'est le levier de la performance. Et là-dessus, il y a eu, beaucoup d'études, en particulier, le cabinet McKinsey, qui a fait, depuis, 10-15 ans, toute une série, d'enquêtes qui montrent des corrélations entre, des facteurs de diversité. Par exemple, quand il y a, plus de X de femmes, dans les instances dirigeantes des entreprises, et ben, on observe que leur performance économique est plus ceci ou cela. Hem donc ça, c'est des corrélations. Et après, quand tu as des personnes différentes dans ton entreprise qui réfléchissent sur un problème, eh ben, tu vas potentiellement avoir des idées qui se complètent. Tu vas challenger les idées dominantes. Tu vas avoir différents points de vue. Alors que si tu as une armée de clones, si tu n'as que, des hommes entre, 30 et 40 ans, blancs, issus d'un milieu bourgeois, qui ont tous fait les 2 ou 3 mêmes écoles de commerce ou d'ingénieur, bah, il y a de fortes chances que face à un problème, ils te proposent toujours la même solution. Et ben si c'est la mauvaise de solution, ça ne va pas fonctionner, tu vas indéfiniment faire tout le temps les mêmes erreurs. Donc des équipes plus diverses, c'est, plus d'innovation, plus de résilience et in fine plus de performance. Donc c'est que chacun et chacune puisse travailler dans un environnement de travail qui soit sécurisant, où on se sente accepté pour qui on est, pour ce qu'on apporte, où on ne se sente pas stigmatisé, discriminé, où on ne surveille pas en permanence ses propos, ses comportements, pour, ne pas, avoir, des remarques, sexistes. Bah, quand on est une femme, ne pas être en permanence à se dire: «Oh, est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Attention comment je suis habillée, mais est-ce que je suis maquillée mais pas trop, sinon on va me faire des remarques» et cetera. Ou quand on est une personne, homosexuelle, de pas devoir en permanence faire attention dans les discussions informelles qu'on a: «Ah tiens et tu fait quoi ce week-end?» De pas éviter, enfin, comment faire, certaines personnes évitent les mots, mon copain, ma copine, mon mari, mon épouse, et passent une énergie folle à trouver des circonvolutions pour éviter ces mots-là. Et ça, c'est parce que l'environnement n'est pas inclusif, que ces personnes ont peur, de dévoiler, leur, orientation sexuelle et affective. Et donc quand on est dans un environnement comme ça qui n'est pas inclusif, en fait, on est dans un environnement qui est pas secure. Et quand on se sent pas en sécurité, bah, on donne rarement le meilleur de soi, globalement. Alors qu'un environnement inclusif où tout le monde est, reconnu, pour qui il ou elle est et n'est pas stigmatisé, bah, c'est des environnements où les gens
vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, être plus performants et in fine favoriser la performance de l'organisation. Mmh. OK, donc on gagne aussi, de la diversité, de la meilleure réponse aux problèmes et la performance de personnes qui se sentent bien au travail. Dans le monde du travail, tu l'as dit, il y a plein de stéréotypes qui existent. Hem, Ce serait lequel pour toi le premier stéréotype à faire tomber? Je sais pas, peut-être celui qui te scandalise le plus? En vrai, tout est grave et tout n'a pas lieu d'être et tous ces comportements et remarques inappropriées n'ont pas lieu d'être. Hem, Après, bon, il y a je pense peut-être à une chose où on se dit: «Non mais c'est pas possible qu'on en soit encore là». Hem, Moi qui m'a vraiment fait, tomber de ma chaise. C'est quelque chose que m'ont rapporté plusieurs personnes dont, Delphine Henry qui est, une cadre dirigeante chez Engie, qui a fait pas mal de postes, dans ce groupe et que j'ai interviewée dans mon livre et qui m'a raconté avoir déjà entendu en, revue de talent quand, tous les managers se mettent autour de la table en mode, qui est-ce qu'on augmente, à qui on donne une promotion et cetera. Des remarques comme: «Ah mais elle, il y a pas besoin de l'augmenter, vu ce que gagne son mari». Comme si c'était lié. Comme si c'était lié et donc ça existe encore dans des entreprises, aujourd'hui. C'est pas un truc, des années 50 ou du 19e siècle et je trouve que c'est un très bon exemple pour montrer à quel point, bah, les stéréotypes sont prégnants et nous collent à la peau et que culturellement, socialement, on s'en défait pas comme ça. Parce qu'en fait, derrière cette remarque qui nous semble on se dit: «Ah mais c'est quoi ces gros boomers, n'importe quoi», enfin, hein, en fait, c'est l'idée que le salaire féminin, c'est un salaire d'appoint dans un couple hétérosexuel. Première chose, que, bah, pendant longtemps, les femmes, même si elles ont toujours travaillé au sens, global, mais travailler contre une rémunération et ramener de l'argent à la maison, bah, c'est quelque chose d'assez récent. Jusqu'en 1965, les femmes mariées n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, rappelons-le. Et donc pendant longtemps, le salaire féminin, ça a été vu comme: «Ah bah, c'est, un salaire d'un point, un truc en plus, ça met du beurre dans les épinards, c'est sympa, mais c'est pas indispensable, pour subvenir aux besoins, du foyer. C'est le truc en plus, pour se payer des vacances et pour que madame, s'achète des trucs de femme et aille faire les soldes». Hem, Ensuite, donc dans cette remarque, il y a ça, en fait, derrière. Ensuite, il y a autre chose, c'est que, pendant longtemps, ça c'est quelque chose hérité du 19e, heu, les femmes ont été payées en fonction de leurs besoins et pas en fonction de la valeur apportée par leur travail. Et jusqu'en 1946, dans certaines industries, il y avait un salaire féminin. C'est-à-dire qu'officiellement et tout à fait légalement, pour un même poste, les femmes étaient payées moins que les hommes. Et on distinguait les femmes en fonction de leur statut marital, et les célibataires étaient payés plus que les femmes mariées, parce qu'on considérait que les femmes mariées, elles ont un mari qui subvient à leurs besoins, donc il n'y a pas besoin de les payer plus. Là où les hommes, on les payait en fonction de la valeur de leur travail. Et donc dans cette remarque, ah, pas besoin de l'augmenter vu ce que gagne son mari, bah, ça vient d'où? Ça vient de on paye les femmes en fonction de leurs besoins. Ça montre à quel point, on peut penser que notre société a évolué, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et donc, faut faire très attention, au discours. On se dit: «Ah non, mais maintenant ça va, c'est OK», et de regarder en arrière et se dire: «Oh là là, quelle bande de bolosses, ils en tenaient vraiment une couche». Parce que les bolosses, ils sont encore là et ils peuvent revenir. Et ils sont pas très loin et on revient sur le backlash, dont on parlait, au début de cette conversation. Et au fond, il y a des choses qui n'ont pas vraiment changé et qui sont encore hyper ancrées. Il y a encore beaucoup de travail et même si les choses les plus évidentes comme, officiellement le salaire féminin, voilà, on peut payer les femmes moins que les hommes et c'est tout à fait légal, ça n'existe plus. Dans les représentations, dans les remarques, dans les idées reçues qui sont bien ancrées dans notre cerveau, heu, bah, il y a encore beaucoup de travail. C'est un petit peu lié aussi dans ton livre, tu dis que le monde du travail est maternophobe. Pourquoi est-ce que tu dis ça et surtout qu'est-ce qu'on peut y faire? Heu, Ce qui Ce qu'on observe, c'est que le facteur qui fait vraiment dévisser la carrière des femmes, qui plombe leur vie professionnelle et leur rémunération, c'est le fait d'avoir des enfants. c'est ce que Et tu ça, les nous as dit là, ouais. statistiques sont assez implacables. Si on regarde déjà le taux d'emploi, le taux d'activité, 90 des femmes qui n'ont pas d'enfants sont, considérées comme actives au sens statistique et de l'INSEE, c'est-à-dire, sont en emploi, en activité professionnelle, rémunérée. Alors que quand on regarde les femmes qui ont 2 enfants, elles sont plus que 64. C'est-à-dire qu'on passe de Ouais. 90 à 64. 64 de taux d'activité quand il y a 2 enfants. Autre chiffre, 40 des femmes actives modifient leur activité après une naissance et ça provoque une baisse durable moyenne de 30 de leur rémunération.
et c'est un des facteurs de passage à temps partiel, même si toutes les femmes qui travaillent à temps partiel, c'est pas par choix et par contrainte familiale, c'est parfois subi dans certaines industries comme les caissières, par exemple, où c'est très difficile de travailler à plein temps parce que les jobs ne sont pas à plein temps. Mais le passage à temps partiel, il est 10 fois plus fréquent pour les mères que pour les pères. Donc ce sont 10 fois plus les femmes qui vont passer à temps partiel parce que, tu comprends, il y a des enfants, donc ça serait bien que je ne travaille pas le mercredi. Et les pères vont Ça se voit beaucoup dans quasiment les pas entreprises. faire ce choix. Voilà. Alors qu'ils ont des enfants aussi. Pourquoi c'est pas les pères qui passent au 4/5e pour ne pas travailler le mercredi, en fait. Donc en fait, ça c'est... ça nous montre que c'est vraiment les femmes qui sont la variable d'ajustement de la famille. C'est elles qui vont réduire leur temps de travail, voire totalement arrêter de travailler, avec une répercussion réelle et durable sur leur rémunération. Et qui dit baisse de rémunération par rapport au conjoint, dit perte d'autonomie financière, dit potentiellement vulnérabilité accrue face aux violences, parce que quand on est victime de violences conjugales, et les violences économiques, c'est une forme de violence dans le cadre conjugal, c'est beaucoup plus difficile, de partir du foyer quand on ne gagne pas assez parce qu'on travaille à mi-temps ou qu'on a arrêté de travailler. Ça a aussi un impact sur la retraite. On se dit, oui, mais regarde, ça nous coûterait tant de prendre une nounou après l'école, vaut mieux que tu travailles moins ou que tu arrêtes de travailler, regarde, on fait des économies, puis comme ça, on va payer moins d'impôts. Ouais, mais alors, une femme qui réduit son temps de travail ou arrête de travailler, elle ne cotise plus à la retraite. Et ça, c'est des choses qu'elle ne récupérera jamais. Et une fois à la retraite, alors le chiffre qui circule beaucoup aujourd'hui, c'est à l'heure actuelle, les femmes ont des pensions de retraite 40% inférieures à celles des hommes. Bon, c'est aussi grand parce que on a aujourd'hui à la retraite une génération de femmes qui sont assez âgées aujourd'hui et qui auraient été en âge de travailler il y a quelques décennies et qui donc n'ont pas travaillé parce que ça se faisait moins, etc. Donc cette baisse de travail, de temps de travail des femmes et cette baisse d'activité, elle a des répercussions qui vont bien au-delà de qui garde les enfants mercredi. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que on peut s'en mordre les doigts quelques années plus tard. Quand tiens, on divorce et moi j'ai arrêté de bosser pendant 10 ans, vas-y te réinsérer sur le marché du travail, ou à la retraite, ou on s'est pas marié, on s'est dit que c'était une institution bourgeoise à la con, et puis le conjoint décède, et tu peux t'asseoir sur ta pension de réversion. Voilà, ça c'est des discussions à avoir, des questions à se poser, et pas se dire que ah mais non, mais on est amoureux, on va quand même pas parler d'argent, ça se fait pas. Si, il faut parler d'argent, et si on s'aime, on parle d'argent et on se protège. Voilà, c'était le petit appel à s'occuper de ses finances. Et pour revenir sur un super livre, Les bons comptes font les bons amants, je vous le conseille. Voilà, il y a eu pas mal de choses sur le couple, l'argent. Il y a le livre de Tichou Lecoq sur le couple et l'argent, qui est issu de son podcast qui s'appelle Rends l'argent. Donc le livre Les bons comptes font les bons amants, c'est Oseille et compagnie, je suis oublié son nom, mais qui fait des super contenus d'éducation financière. 64% des femmes actives déclarent garder elles-mêmes leur enfant en cas de problème, quand 7% des hommes disent faire la même chose. C'est toujours elles qu'on appelle, et ça, c'est préjudiciable à leur travail, et ça va se transformer en « Ah ouais, mais on peut pas compter sur elle parce qu'elle a ses enfants le mercredi, parce que ceci, parce que cela. » Voilà. Si on est mère et que en vrai, on a des solutions de garde et que, je sais pas, il y a les grands-parents à côté qui gèrent, et c'est super, et donc vous êtes toujours disponible pour votre travail, vous allez quand même être soupçonné d'être moins disponible parce que stéréotype de une femme qui est mère fait forcément passer sa famille avant son travail, et donc elle va être moins investie, moins motivée, puis on va moins lui dire tiens, ça serait bien que tu regardes, je sais pas, telle formation, peut-être que tu évolues vers tel ou tel poste, et on va tranquillement, potentiellement, la mettre un peu plus au placard. Et même, et ça arrive même avant d'avoir des enfants. Tu as fait le lien, pardon, t'as fait le lien entre dans la société, ça se passe comme ça, donc dans le monde du travail, on pense ça. Si dans son entreprise, on décide de ne pas adopter cette attitude, qu'est-ce qu'on peut faire en fait contre ça? Dans les organisations, pour contrer ça, ce qu'il faut, c'est des vraies politiques RH autour de la parentalité, et pas de la maternité, c'est de penser aux parents en général, et de faire en sorte aussi, et de pousser les hommes
à prendre la totalité de leur congé paternité ou second parent, voire proposer un congé second parent qui soit mieux disant que la loi. C'est-à-dire, bon, ok, la loi donne 28 jours. Nous, on va rallonger de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et dans le top du top, un congé qui soit de la même longueur que celui de la mère, enfin que le congé post-naissance de la mère qui a accouché. Faciliter, ça peut être dans le quotidien très concret de l'organisation du travail. Les réunions avant 9h ou après 17 ou 18h, bah non. Ça défavorise les parents et au sein des parents, principalement les mères, puisque ce sont elles qui encore culturellement prennent en charge la majorité du travail domestique. Et puis, c'est faire attention à tout cette petite phrase assassine de une femme qui annonce bah voilà, je suis enceinte, donc voilà, congé maternité. Des remarques du genre: tu peux pas nous faire ça, ah mais oh là là, ça nous arrange vraiment pas. Non, ça n'a pas lieu d'être la seule réponse acceptable. C'est très bien, on va le Félicitations. prendre en compte. Alors, attention aux Ah félicitations, oui. parce que si c'est une grossesse qui n'est pas souhaitée, Mm. ça, on n'est pas dans la vie des gens. Et donc, le félicitations, c'est super, c'est génial, ça peut être C'est vrai. potentiellement inadapté pour certaines personnes. Donc, ça, c'est aussi des compétences communicationnelles et d'être un peu attentif aux humains qu'on a en face de nous. Si on perçoit que la personne est super contente, bah oui, félicitations, c'est génial. Si on perçoit autre chose, on va peut-être être un peu plus neutre. Et donc, c'est se dire, ok, très bien, et ben sache qu'on va pouvoir s'organiser, gérer ça, pour que tu puisses vivre ce moment particulier dans les meilleures conditions, on s'organise aussi en interne pour gérer en ton absence, que quand tu reviennes, tout se passe bien. Et voilà, c'est ça. Et gérer un congé maternité, c'est beaucoup plus gérable qu'un congé pour burn-out ou une jambe cassée. Parce qu'un congé maternité, on sait Type. à quelle date il arrive. Et en fait, les managers et les mauvais managers qui vont dire ah là, quelle galère le congé maternité, c'est juste des gens qui ne savent pas s'organiser, qui ne savent pas anticiper, qui ne savent pas faire leur travail de manager. Parce que, en fait, ça fait partie de la vie. Tu sais que ça peut arriver. C'est juste qu'il faut le gérer. Et a priori, t'es pas en train de gérer, je sais pas, des négociations de paix dans un conflit armé et c'est ta négociatrice clé qui s'en va. Enfin, ça va, tu sauves pas des bébés phoques. Tout se gère. Faut un peu relativiser aussi les choses et remettre l'église au centre du village et faire ton job de manager, c'est-à-dire anticiper, gérer, organiser, voilà. Et malheureusement, dans la réalité, la grossesse et le congé maternité, c'est encore un facteur de discrimination majeur pour les femmes. Hem Et d'après les chiffres du Défenseur des droits, c'est même 27% des causes de discrimination professionnelle subies par les femmes contre 7% pour les hommes. C'est-à-dire que les femmes sont à 27%, quand elles subissent des discriminations, dans 27% des cas, c'est des questions liées à la maternité, à la grossesse, alors que quand des hommes sont discriminés au travail, dans 7% des cas, c'est relatif à des questions de parentalité. Et puis, comment on peut faire? Le gros sujet, si vous êtes manager et que ça arrive, c'est attention, attention à bien gérer la reprise, le retour au congé de maternité. C'est un moment crucial, hem et on peut pas juste faire comme si: «Ah, c'est comme si elle était partie en vacances et qu'elle revient». Non, parce que tout a changé, tout est différent. C'est vraiment un moment charnière hyper important et ça, je vous encourage à aller lire, il y a un podcast, qui s'appelle La Reprise, qui a été adapté, en livre, qui porte le même nom, La Reprise, sur la reprise après un congé maternité, qui donne vraiment, toutes les pistes, décortique ce sujet. Donc, si vous êtes manager et que ce cas se présente, dans votre équipe, je vous encourage vraiment à aller creuser le sujet. Ouais, clairement, en fait, quand on est manager, faut se former pour savoir comment réagir, comment s'adapter et Bien ça fait sûr. partie du métier, quoi. Et le problème, c'est que très souvent, on passe manager parce qu'on est bon dans son métier, que c'est une espèce de récompense, alors que être manager versus être un expert métier, faire son métier, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même métier en fait. Quand on passe manager, on change de métier, mais on est souvent jeté du haut de la falaise, on n'est pas formé, ça ne convient pas à tout le monde, et il faudrait, mais c'est encore
un autre sujet, sortir de cette idée que manager, c'est le Graal, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme une sorte de reconnaissance de la qualité de votre travail. Absolument pas. Et c'est pas un cadeau à faire à la personne qui passe manager ou aux personnes managées de faire passer des gens managers alors qu'ils n'ont peut-être pas l'appétence ou les qualités adéquates. Complètement. Et c'est vrai, du coup, ça se retrouve dans des biais sur le sexisme au travail, mais sur plein d'autres derrière. Ok, donc là, on a vu l'exemple de la maternité, de la parentalité, qui est un stéréotype parmi d'autres qui est à déconstruire. Et justement, comment on les déconstruit, tous ces stéréotypes qui sont liés au genre, en fait, dans le monde du travail? Oui, alors, et de façon générale, d'ailleurs, ça s'applique pas que aux stéréotypes sexistes, mais à tous les autres. Donc, Oui. les stéréotypes, c'est les idées reçues qu'on peut avoir sur une personne ou un groupe de personnes en fonction d'un critère comme le sexe ou le genre. Dire, ah, bah, parce que c'est une femme, elle va privilégier sa vie de famille à sa carrière. Ah, bah, parce que c'est un homme, il est forcément ambitieux. Voilà, par exemple, c'est un stéréotype sexiste qui va nous amener à préjuger de certaines situations. Quand on a telle femme en particulier en face de nous en entretien annuel parce qu'on est manager, on va préjuger et mettre un jugement avant même que la situation arrive sur ce qu'elle pourrait souhaiter dans son évolution de carrière. Des préjugés, on en a toujours. On juge toujours. Donc on entend parfois dire « Ah, il faut suspendre son jugement ». Bah, en vrai, c'est impossible. On Déjà, il faudrait juge, s'en rendre compte. voilà, on juge forcément en vrai. Donc, par contre, on peut mettre à distance son jugement. On peut s'exercer à reconnaître les préjugés, à se dire ah tiens là, j'ai cette idée qui m'a popé en tête. Est-ce que je suis pas en train de préjuger de quelque chose? Quand d'emblée, je me dis tiens, je vais proposer tel poste à Julie et tel autre poste à Julien, alors que Julie et Julien sont potentiellement dans le même métier, au même stade d'avancement de leur carrière, etc. Pourquoi est-ce que je pense plutôt à Julie pour telle direction et à Julien pour telle autre? Il y a peut-être d'autres raisons, plein d'autres raisons tout à fait valables, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit biais de genre ou un petit biais d'autre chose? Donc juste ralentir la pensée, faire pause et se poser la question. Et quelque chose qui marche bien, c'est en positif-négatif. Se dire, ah tiens, ça, je lui ai dit ça à elle, est-ce que je lui aurais dit ça à lui? Est-ce que ça se fait? Et si on répond non à cette question, c'est que globalement, il y a un problème. Par exemple, appeler quelqu'un, une femme, ma belle au bureau. Ah, comment ça va, ma belle? Parce que, ah, ben c'est sympa et tout. Est-ce qu'on dit aux hommes, comment ça va, mon beau? Non. On ne Ce dit serait pas ça. étrange, à moins que la C'est personne très s'appelle Beau. étrange, ça sonne faux. Donc, si on peut pas le dire à un homme, c'est que globalement, il y a un truc sexiste, c'est-à-dire qu'on va différencier, on va avoir un comportement différenciant si c'est un homme, si c'est une femme. Et ce qui se cache souvent derrière, c'est que si c'est féminin, c'est moins bien. Parce que dans le ma belle, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la valeur d'une femme réside avant tout dans son apparence. D'autant plus problématique au travail où la valeur, elle réside dans nos compétences, nos résultats, nos accomplissements. Donc, Ouais, c'est voilà, mettre en te place. demander est-ce que je pourrais dire la même chose à un homme, à une femme ou et ça déjà, ça permet de faire un filtre. Alors il date un petit peu, mais il y a un film sur Netflix qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile. L'entièreté du scénario repense là-dessus et vous pouvez le regarder et ça permet de mettre en évidence plein de stéréotypes auxquels on n'aurait pas forcément pensé parce que ça nous semble naturel, on a toujours vu le monde fonctionner comme ça. Donc, ralentir la pensée, se poser des questions. Et deuxième point, c'est écouter. Essayer de se mettre à la place de l'autre, même si au fond c'est jamais possible, on sera jamais à sa place et il faut pas prétendre comprendre cette personne et sa situation. Mais on peut entrer au maximum en empathie. Et pour ça, premier point qu'on peut faire, c'est écouter la parole des personnes concernées. Vous êtes un homme, écoutez par exemple des podcasts où des femmes racontent leur expérience professionnelle et ce qu'elles ont pu vivre au bureau. Vous êtes une personne blanche, écoutez des témoignages de personnes racisées. Vous êtes une personne valide, écoutez des témoignages de personnes handicapées. Ouais, au lieu de se projeter de soi-même dans la peau, dans la vie des autres, Ce qu'on ne essayer de peut pas l'écouter. faire en vrai. Non. Ce qui c'est pas un défaut de nous-mêmes de pas réussir à le faire, c'est juste que Voilà. Donc de pas présupposer ah mais je sais ce que ça peut être d'être une femme, d'être une personne racisée, d'être une personne handicapée. Non, tu ne peux pas présupposer de ce que c'est. Par contre, tu peux écouter les personnes qui sont concernées par ces dominations systémiques et ces discriminations et être attentif à ce qu'ils ou elles vivent et se dire
ah ouais, tiens, bah ça, la vache, si ça m'arrivait, j'y avais pas pensé, et cetera. Rentrer en empathie. Se taire et écouter. Donc ralentir la pensée et se poser des questions et ensuite, ou en même temps, en parallèle, il faut faire les 2, se taire et écouter. Le monde irait tellement mieux de manière générale si on écoutait tous la vie des autres et qu'on avait plus d'empathie. Bon, c'est possible. En tout cas, c'est pas compliqué. Enfin voilà, tu le dis, Ah, mais t'écoutes ça un a l'air très podcast, tu compliqué à regardes un certains, donc documentaire sur Netflix. Franchement, c'est sympa. T'apprends des choses, t'es plus empathique, tu déconstruis les stéréotypes au travail. Moi, j'y vois que du positif. voilà. Donc quand on nous demande: «Ah, mais qu'est-ce que peuvent faire les hommes, pour, l'égalité entre les hommes et les femmes, commencer par se taire. Voilà, c'est déjà un très bon point. Et ça me fait penser à autre chose qui est, en fait, tu le disais, on n'est pas forcément conscient qu'on a des stéréotypes, des biais. Et donc, on peut pas suspendre son jugement parce que bah, on s'en rend pas forcément compte. Mais par contre, euh, je pense que ça peut mener à la situation dans les entreprises où on dit mais non mais chez nous il y a pas de sexisme, les gens ils sont payés pareil, ils sont considérés pareil, donc on n'a rien à faire. Ouais. Typiquement dans ma structure où on est une grosse vingtaine, je suis sûre que mes collègues ils me répondraient ça. Mmh. Bah, tu peux leur demander comment tu sais? Tu l'as mesuré? Voilà, déjà, comment tu peux affirmer sans avoir Bonne mesuré? réplique. Tant que tu n'as pas de données, tu ne peux rien affirmer. Et il Mm. y a des tas d'entreprises où on se dit: «Ah non, mais c'est bon, il y a pas de problème» et moi, j'ai déjà eu des témoignages de dirigeants. Il y en a un dans le livre, j'ai interviewé un homme qui disait: «Oui, je savais que ça existait, voilà, mais j'ai l'impression que chez nous, c'était OK» et puis un jour, avec la DRH, pour je ne sais plus quelle raison, ils se sont vraiment sortis des chiffres d'analyse des rémunérations et là, il m'a dit: «Énorme claque». Là, c'était implacable, c'était devant moi, c'était chiffré. Il y avait des écarts qui étaient injustifiés. Heu et même s'il y a pas d'écart, alors il y a un truc sur lequel c'est imparable. Tu peux toujours ça marche à tous les coups. Surtout dans les organisations genre petites boîtes, jeunes, gens de gauche, pseudo déconstruits. «Non, mais il y a pas de ça chez nous», tout ça. Tu nous Tu teases. mesures tu mesures le temps de parole en réunion. Tu prends la réunion d'équipe, genre la réunion du lundi matin et tu mesures. Il y a même des, il y a des trucs en ligne pour le faire, automatiquement, clac, Ouais, tu sur cliques, des. pause, go, Mhm. tu vois? Il y a des vis. Et il y a même des outils qui le font quand tu fais des visios, tu vois? Qui vont te faire des stats et tout. Et ça, c'est implacable. Et c'est les hommes parlent plus, les hommes parlent en premier, les hommes prennent plus systématiquement la parole spontanément alors qu'on les a pas invités à parler, les hommes vont plus interrompre, ou en tout cas c'est les femmes qui vont être plus interrompues. Et ça, l'analyse de la répartition de la parole en réunion, c'est assez implacable, y compris dans les organisations où on se dit, voilà. En fait, on peut jamais prouver avec certitude que quelque chose n'existe pas, on peut juste prouver que ça existe. Donc il faut mesurer. Et c'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas. Donc une bonne pratique, là, c'est plus au niveau RH que managérial. Bah, dans les enquêtes, il y a pas mal de boîtes qui font des baromètres auprès des collaborateurs, collaboratrices, je sais pas, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Bah, poser des questions sur avez-vous déjà vécu des situations où vous ne vous êtes pas senti à l'aise, où vous vous êtes senti discriminé, vous vous êtes senti mis à l'écart en raison de votre genre, votre couleur de peau, votre état de santé, etc. Donc déjà ça, écouter le terrain et ça peut faire remonter que, bah, ah oui, on pensait pas qu'il y avait un problème, mais en fait, 50 des femmes nous disent que, elles ont déjà entendu des blagues sexistes. Et quand on sait que globalement 80 des femmes subissent régulièrement des agissements sexistes au travail, faut pas se leurrer, ça arrive partout, tout le temps, dans toutes les boîtes. Mm. Ouais, c'est une bonne idée ça, le baromètre, parce qu'en plus c'est pas compliqué à mettre en place. Et Et souvent, ça tout de suite, existe ça donne déjà des dans les données, boîtes, quoi. suffit de mettre des questions relatives à ça. Ouais, même si ça n'existe pas, c'est l'occasion de mettre un truc en Donc dans place. les choses, qui sont, voilà, assez actionnables, le baromètre, mesurer le temps de parole en réunion, c'est 2 choses, qu'on peut faire, assez facilement. Ok, top. Et tous ces conseils, on voit que on peut pas trop les mettre en place sans implication de la direction ou des niveaux hiérarchiques, ou en tout cas, enfin, ça serait plus compliqué, ça aurait moins de sens. Pas On peut le forcément. faire en interne avec ses collègues, mais c'est quand même mieux si c'est porté par l'entreprise. Oui. Et toi, c'est une vision que tu portes. Ton guide, il s'adresse
notamment aux managers des structures qui ont des positions hiérarchiques, parce que c'est par eux, tu dis que ça doit passer, en fait, cette déconstruction Moi, du sexisme au je travail. m'adresse aux managers, plutôt aux managers de terrain, pas Ouais. aux big boss ou aux DRH qui sont aussi des managers en fait. Mmh. Plus à la personne qui a peut-être pas toutes les rênes de la boîte et qui peut pas décider de mettre en place telle ou telle politique, mais qui à son échelle, quand elle organise le temps de travail de son équipe, peut décider avec son équipe de: «On fait pas de réunion avant 9h, on fait pas de réunion après 17h». Ça, c'est dans tes mains. Quand tu recrutes, quand tu gères, les carrières, donc l'avancement, des personnes, de ton équipe, tu peux travailler sur tes biais de genre et pas seulement, pour éviter de reproduire, des inégalités et des discriminations. Quand, tu gères, le départ en congé maternité et le retour en congé maternité d'une personne de ton équipe, là aussi, tu peux choisir de faire les choses, correctement en prenant en compte, certains facteurs. Et si, vous êtes exemplaire, que vous recadrez les choses quand elles arrivent, devant tout le monde, faut recadrer à chaud devant tout le monde, sans faire la morale aux gens. C'est tout un sujet, le recadrage, il y a un chapitre dessus dans le livre. Et peut-être que telle personne, qui aurait pas osé venir vous parler, va oser venir vous parler pour vous dire: «Tiens, écoute, il y a un problème, avec, tel client, voilà ce qui s'est passé avec, telle personne, nin et qui va commencer en fait à vous confier des faits de harcèlement sexuel. Sauf que si vous-même, vous faites des blagues de cul à longueur de journée, cette personne ne va pas venir vous parler. Donc être exemplaire, montrer son engagement, mais sans en faire des caisses, passer pour une personne de confiance et puis après, agir sur les leviers qu'on a en main en tant que manager. L'organisation du temps de travail de son équipe, les questions certaines questions de parentalité, même si, oui, allonger le congé, paternité, c'est pas c'est pas entre vos mains, mais accepter, qu'un père ou une femme, second parent, hem, cumule, tous ses jours de congé et les mette à la suite de son congé second parent pour avoir, 2 ou 3 mois de congé au lieu d'un, accepter et dire: «OK, je valide tes congés à ce moment-là, tu en auras pas le reste de l'année, mais c'est ton choix», plutôt que de dire: «Ah mais non, ça nous arrange pas, je veux pas» et cetera. Ça, c'est dans la main des managers au quotidien. On peut faire des choses et il faut faire des choses et moi, ce que je veux, c'est faire bouger les lignes et je m'adresse aux managers qui ont le pouvoir un peu de changer les règles du jeu à leur échelle, plutôt que, encore une fois, demander aux femmes d'aller jouer en talons aiguilles au rugby sur le terrain, avec les règles du rugby masculin, quoi. Non, et si on changeait les règles du jeu? Alors l'arbitre, c'est le manager, la fédération, c'est la direction de la boîte et toutes, les injonctions et stéréotypes et c'est vrai qu'on entend beaucoup sur les questions, d'égalité femmes-hommes au travail, des discours de women empowerment, «Allez, ose, tue enfin ce syndrome de l'imposteur, arrête d'être une bonne élève, brise le plafond de verre», avec un Apprends à cure-dent. dire non. Apprends à dire non, sois la meilleure version de toi-même. Bon, alors je caricature un peu les choses et toutes ces approches, elles sont utiles, elles peuvent être nécessaires tant qu'on n'a Bien pas sûr. changé les règles du jeu et voilà, on va pas continuer à se laisser marcher sur les pieds non plus, mais ça ne peut pas être l'unique réponse et si c'est l'unique réponse, c'est profondément injuste et surtout très, très naïf parce que, on n'arrivera pas à plus d'égalité, parce que certaines ont brisé le plafond de verre, parce que déjà, la majorité des femmes, ne sont pas à des postes de management et de décision. Donc tous ces trucs de women empowerment, si c'est pour le 1 des femmes les plus privilégiées, moi, c'est pas la société dans laquelle, j'ai envie qu'on évolue, quoi. Et comme disent, les autrices, du manifeste, «Le féminisme pour les 99 qui est-ce qui ramasse les morceaux quand certaines ont brisé le plafond de verre?» Je vous laisse méditer sur cette question. Magnifique. En tout cas, voilà, ton livre est un très bel outil pour se sensibiliser sur la question, pour apprendre des choses. Qu'on soit manager, c'est tout à fait approprié, ou juste curieux, curieuse sur Ou la qu'on soit question. managé, en fait, ça concerne beaucoup de Voilà, gens. quand on est manager, on peut En glisser fait, des choses que c'est son vrai que manager pourrait faire. le livre s'adresse plutôt aux managers et voilà, mais toute la première partie qui est, les inégalités au travail, pourquoi, comment, d'où ça vient, ça concerne,
tout le monde. La deuxième partie sur les violences sexistes et sexuelles au travail, ça concerne tout le monde aussi, et c'est juste que quand vous êtes manager, vous avez un peu plus de responsabilités. Et puis ensuite, la troisième partie qui est sur au quotidien, quand on est un manager, à quoi on peut faire attention. Mais en fait, que si vous travaillez dans une organisation où il y a plus qu'une personne, c'est-à-dire dans une organisation où il y a au moins 2 personnes, en fait, vous allez trouver des choses qui vous concernent. Top. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur où est-ce qu'on va trouver ton livre, quand il sort, etc. Alors, ce livre, il est déjà disponible en librairie depuis le 28 mars. Allez dans des librairies, n'achetez pas sur Amazon. Une librairie qui est à côté de chez vous, si vous habitez en ville, il y en a forcément. Vous leur passez un coup de fil, vous commandez le livre, vous le payerez au même prix que sur Amazon, parce que le prix du livre, il est le même partout. Et vous ferez vivre en plus un commerce de proximité. Voilà, soutenez les libraires. Voilà, vous pouvez trouver ce livre sur toutes les circuits de distribution. C'est aux éditions Pearson, Pearson. Et ça s'appelle on mettra un lien dans la description de l'épisode. Si jamais, avec ça, juste ces informations orales, ça suffit pas. Et puis, vous trouverez dans le livre plein de liens vers différents épisodes qui ont été faits sur le podcast Chronique du sexisme ordinaire. Vous pouvez aussi aller écouter le podcast pour peut-être commencer par là, avant de vous attaquer au livre. Ouais, pour moi, il n'y a pas d'ordre. On peut prendre le livre et après aller creuser avec le podcast ou vice-versa. Complètement. En tout cas, merci beaucoup déjà d'avoir écrit ce livre qui va aider de nombreux managers et de nombreuses personnes managées. Et j'espère que ça contribuera à changer les règles du travail. Et c'est mon objectif, et si j'y arrive, j'aurai tout gagné. Merci beaucoup. À bientôt, salut. Merci à toi, Cassandre. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!